Et si la sécurité d'un pays n'était qu'un mirage, prêt à se dissiper en une nuit? Imaginez, alors que la capitale du Burkina Faso baignait dans le silence, un complot glaçant s'apprêtait à bouleverser la nation en l'espace de quelques minutes. Ce n'était ni une légende, ni une exagération. Une tentative d'assassinat d'une envergure inédite visait le capitaine Ibrahim Traoré, orchestrée avec une précision redoutable et stoppée à la dernière seconde par les services de renseignement. Cette nuit-là, l'opération était sur le point d'aboutir. Chaque rôle avait été attribué, chaque trajectoire calculée, chaque minute synchronisée pour frapper sans pitié. Les assaillants, déjà en embuscade, avaient deux options: neutraliser leur cible avec une violence foudroyante ou provoquer un chaos total. Tout avait été pensé pour empêcher le pays de réagir, pour laisser la nation abasourdie, sans repère ni protection. Pour prendre conscience de l'ampleur de la menace, il faut remonter à des épisodes similaires de l'histoire. Souvenez-vous de la tentative de coup d'État contre Charles de Gaulle en 1961, où un groupe de généraux français a failli renverser la République. Ou plus récemment, en 2016, en Turquie, où la nuit du 15 juillet a failli voir la chute du président Erdogan. Dans ces moments-là, tout se joue à quelques minutes, à quelques décisions. La fragilité de l'État est mise à nu. Ce qui rend cette histoire extraordinaire, c'est la froideur méthodique du plan, mais surtout la façon dont il a été déjoué. Ce ne sont pas des coïncidences, mais des preuves concrètes, rassemblées dans l'ombre, qui ont permis d'intervenir à l'ultime moment. Les agents secrets disposèrent de quelques minutes à peine. Agir trop tôt, c'était faire échouer la traque. Attendre trop longtemps, c'était condamner le président et jeter le Burkina Faso dans le chaos. Imaginez ce qui était en jeu: la vie du chef de l'État, la stabilité d'un pays, son ordre social, sa souveraineté. Un effondrement brutal, aux conséquences incalculables, dont l'écho aurait résonné bien au-delà des frontières africaines. Pour prendre la mesure de ce risque, il suffit d'imaginer un pays voisin plongé dans le désordre. Le Mali après le coup d'État de 2012, ou la Guinée-Bissau, qui a connu plus de 5 coups d'État en moins de 20 ans. Chaque fois, la déstabilisation d'un État s'est propagée, créant des flux de réfugiés, attirant des groupes armés, déstabilisant les économies. Cette nuit-là, sous une apparence de calme absolu, l'histoire du Burkina Faso a failli basculer à jamais. Mais comment une telle opération a-t-elle pu se déployer, dans un silence presque parfait, sans que personne ne s'en aperçoive? Pour comprendre l'audace et la sophistication du complot, il faut plonger dans les coulisses d'une nuit où chaque détail comptait. Voici comment les conspirateurs ont failli renverser tout un pays sous le regard invisible des services secrets. Qui est véritablement l'homme que certains cherchent à réduire au silence, quitte à risquer le chaos? Ibrahim Traoré, capitaine de l'armée burkinabé, s'est imposé en quelques mois comme le symbole d'une rupture inattendue à la tête de l'État du Burkina Faso. Pour une partie du peuple, il incarne l'espoir d'une renaissance, mais pour d'autres, il dérange des intérêts puissants et bien ancrés. Depuis son arrivée à la présidence, le Burkina Faso connaît une période de secousses extrêmes. Tensions internes, coups d'État successifs et une instabilité qui dure depuis de nombreuses années. Le pays s'est transformé en champ de bataille, où la loyauté de l'armée et la volonté populaire affrontent des ambitions rivales, parfois guidées par des forces étrangères invisibles. Pour Traoré, le paysage politique ressemble à un terrain miné. Les blessures des conflits passés restent ouvertes, et chaque initiative risque de rallumer d'anciens conflits. Les puissances régionales observent, conscientes que le moindre faux pas au Burkina Faso peut provoquer une onde de choc bien au-delà de ses frontières. L'histoire de la Côte d'Ivoire, déchirée par la guerre civile au début des années 2000, ou encore celle du Libéria dans les années 90, montre à quel point les crises politiques peuvent se transformer en catastrophes humanitaires. Dans cette atmosphère électrique, la présidence subit une pression croissante. Depuis plusieurs semaines, les rumeurs de complot et de menaces contre la vie du chef de l'État ne cessent de circuler. Des réseaux opérant dans l'ombre s'activent, cherchant la moindre faille dans la sécurité présidentielle. Les services de renseignement doivent alors redoubler d'efforts. Surveillance accrue, infiltration de groupes suspects, analyse de communication électronique, tout est mis en œuvre pour anticiper l'invisible.
Cette vigilance permanente rappelle la mission d'un gardien sur le fil du rasoir, où la moindre inattention peut être fatale. Oublier ce contexte, c'est ignorer pourquoi certains groupes sont prêts à tout pour écarter Ibrahim Traoré. Derrière chaque rumeur et chaque tension se joue bien plus que le sort d'un homme. Il s'agit de la souveraineté d'un peuple, du destin d'une nation déjà ébranlée par des crises à répétition. Mais ce qui rend ce complot différent, c'est la manière brutale dont il est sorti de l'ombre. Comment une opération si sophistiquée a-t-elle pu émerger sans être détectée plus tôt? Les prochains éléments révèlent une machination dont la portée dépasse largement les frontières nationales. Une opération silencieuse, des choix irréversibles. Comment le piège s'est refermé à quelques minutes du point de rupture? Ce soir-là, la capitale semblait paisible, presque ordinaire. Nulle sirène, aucune alerte, rien ne laissait deviner la tempête en gestation. Seuls quelques initiés savaient que le pays s'apprêtait à basculer. En coulisses, la bascule s'est opérée sans bruit. D'un simple doute, les services de renseignement sont passés à la certitude. Un plan létal était prêt à être exécuté. Les indices épars, jusque-là incompris, se sont soudain assemblés, révélant une opération synchronisée, mûrie dans l'ombre depuis plusieurs semaines. La discrétion fut la première arme. Les loyalistes décidèrent de ne rien laisser filtrer, d'éviter tout signe de panique ou de mobilisation suspecte. Chaque mouvement était scruté, chaque échange décortiqué, mais en surface la vie poursuivait son rythme, indifférente à la menace tapie. Les conspirateurs avaient validé 2 scénarios. Première hypothèse, une attaque rapide et frontale visant à abattre le capitaine Ibrahim Traoré d'un seul geste, sans répit possible. Seconde option, des explosifs placés pour anéantir non seulement le chef de l'État, mais aussi son cercle rapproché. L'enjeu dépassait le simple assassinat. Il s'agissait de décapiter la totalité du commandement, civil et militaire, de créer un vide absolu. En un instant, plonger le pays dans le chaos, annihiler toute coordination, rendre une riposte impossible. Le choix du moment fut décisif. L'attaque devait survenir avant l'aube, à l'heure où la vigilance s'effrite, où chaque minute de confusion multiplie la panique. Pas à minuit, mais alors que la nuit touche à sa fin, pour exploiter le calme pesant des dernières heures. Tout avait été réglé au détail près. Les cibles devaient être frappées simultanément, sans revendication immédiate, dans une brume de chaos savamment entretenue. Pas de traces, pas d'indices laissés derrière, le silence comme arme, la surprise comme rempart. Les préparatifs étaient terminés. Les armes, les accès, les relais humains, tout était en place. Plus aucune réunion, plus de communication. La décision d'agir avait été prise. Il ne restait qu'à attendre le signal, ce moment critique où la moindre hésitation pouvait ruiner des semaines de complot. À ce stade, chaque minute devenait un enjeu vital. La moindre erreur pouvait tout faire capoter, ou au contraire offrir aux conspirateurs la chance de réduire à néant toute la chaîne de commandement, plongeant le pays dans le chaos. Pour illustrer la fragilité de ce moment, rappelons-nous la chute de Thomas Sankara, en 1987, où un coup d'État fulgurant a réduit en quelques heures à néant une révolution entière. L'histoire montre que la rapidité et la coordination sont les armes fatales des conspirateurs. Mais tout cela n'était qu'un prélude. Le plan le plus audacieux restait à découvrir. Mais comment, au dernier moment, les services de renseignement ont-ils percé ce brouillard de secrets? La suite révèle le basculement inattendu qui a sauvé la nation. Prendre le pouvoir, c'est d'abord arracher la vision de la nation, littéralement. Le cœur du complot battait autour d'une certitude. Neutraliser la surveillance allait tout changer. Les conjurés ciblaient la base de drones, ces yeux volants du gouvernement, qui, dès la tombée de la nuit, détectaient, identifiaient, puis lançaient l'alerte. Sans drones, l'État serait plongé dans une obscurité artificielle. Plus aucun regard pour anticiper les mouvements, ni de cartes actualisées pour guider les troupes fidèles. Dans ce noir, la confusion menaçait de balayer chaque défenseur du pouvoir en place. Le plan se voulait chirurgical. Frapper la base quelques instants après l'assassinat et profiter du choc pour semer la panique. Ce timing n'était pas un hasard. Chaque seconde gagnée empêchait toute coordination et creusait l'avance des conspirateurs.
Il n'était pas question d'un assaut bruyant, mais d'un sabotage éclair, presque silencieux. Désactiver les systèmes, brouiller les ondes, aveugler les opérateurs. Quelques minutes d'avance pouvaient suffire pour précipiter le pays dans l'incertitude. Privés de surveillance, les loyalistes seraient aveuglés. Les putschistes misaient sur la désinformation. Rumeurs incontrôlables, manipulations sournoises, panique orchestrée par des groupes opportunistes. Derrière ce chaos, leurs véritables intentions restaient masquées. Cette nuit-là, tout s'est joué dans l'ombre numérique et un silence stratégique. La technologie n'était plus simple outil, elle était devenue le champ de bataille central pour la survie de l'État. Pour comprendre l'importance de la surveillance technologique, rappelons-nous la révolution en Ukraine en 2014, où le contrôle de la communication et de la surveillance par drone a permis aux différentes factions de prendre l'avantage au bon moment. Aujourd'hui, la guerre de l'information est souvent aussi décisive que la force brute. Mais comment cette manœuvre implacable a-t-elle pu être stoppée? C'est là qu'un détail, passé presque inaperçu, a tout bouleversé. À ce moment précis, le destin du Burkina Faso a basculé. Ce n'est plus un simple doute. C'est la preuve qui fait basculer toute l'affaire. Dans cette nuit où chaque minute pèse, les services de renseignement interceptent un fichier explosif. Une vidéo, inédite, dévoile tout. Les cerveaux du complot y décrivent leur plan avec un sang-froid glaçant. Nom, étape, rôle, la chronologie de l'attentat y surgit, limpide et implacable. Pour la première fois, il ne s'agit plus de rumeurs, mais d'un témoignage vivant qui condamne les conspirateurs. Un nom claque au cœur de la séquence, Paul-Henri Damiba. L'ex-chef d'État apparaît, sa voix distincte, détaillant l'architecture secrète de son réseau. Chaque cellule, isolée, ignore tout du puzzle complet. Ce compartimentage, pensé pour brouiller les pistes, révèle un projet chirurgical où l'erreur n'est pas permise. Dans la lumière crue de la vidéo, les complices, jusqu'ici silhouettes anonymes, tombent dans leur propre piège. Mais l'enquête prend vite une autre dimension. Les enquêteurs suivent l'argent, pièce par pièce. Une somme vertigineuse, 70 millions de francs CFA, circule en silence depuis la Côte d'Ivoire. Ce flot financier, masqué par des montages opaques, nourrit la logistique, paie les communications, achète les fidélités. L'ingérence étrangère cesse d'être un soupçon. Elle devient certitude, inscrite dans les virements et corroborée par des témoins clés. Face à ces éléments, l'État frappe sans attendre. Les membres du réseau, identifiés et pistés, sont capturés lors d'une opération foudroyante. Les aveux, arrachés sous la pression, lèvent le voile sur l'ampleur du projet et l'étendue des complicités hors frontières. L'enquête s'élargit, s'enfonce dans les milieux diplomatiques, ébranle des réseaux d'influence régionaux. Ce qui se joue dépasse désormais le cadre du Burkina Faso. C'est la confiance dans les institutions qui vacille, la souveraineté d'un peuple mise à l'épreuve par une menace invisible, ourdie au-delà des frontières. À travers ce coup de filet, c'est la stabilité d'une région entière qui vacille, suspendue à la volonté de quelques hommes tapis dans l'ombre. Pour comprendre la portée de cette affaire, il est utile de comparer avec les effets du printemps arabe, où la chute de quelques dirigeants a entraîné des années de troubles dans toute la région. L'effet domino, redouté par les diplomates et les analystes, menace toujours dès qu'un pays bascule dans l'instabilité. Mais derrière ces révélations, une question brûle encore toutes les lèvres. Qui, au juste, tire les ficelles? Et jusqu'où cette conspiration s'étend-elle vraiment? Après la tourmente, le silence n'est qu'apparent. Au Burkina Faso, chacun comprend maintenant que la survie collective ne tient qu'à une vigilance partagée. Ce qui s'est joué ici dépasse la politique. Une tentative d'assassinat, patiemment orchestrée dans l'ombre pour éliminer le capitaine Ibrahim Traoré, a bien failli réussir. Sans la réactivité des services de renseignement, l'avenir de millions de personnes aurait basculé dans l'inconnu, avec des conséquences impossibles à maîtriser. Jamais le pays n'avait été aussi près du vide. En quelques minutes, tout pouvait s'effondrer. Pas seulement un homme, mais l'espoir d'une souveraineté durement conquise, la confiance d'un peuple à ne pas subir la loi des autres. Mais ce qui a été révélé n'est qu'une partie de l'histoire. Les ramifications, les complicités silencieuses, les influences étrangères. Rien n'a disparu avec l'échec de ce coup.
D'autres réseaux, plus discrets, plus patients, pourraient revenir. L'histoire retiendra notre vigilance ou notre aveuglement. Désormais, chaque citoyen devient acteur de la stabilité. Il ne suffit plus de compter sur les institutions ou les dirigeants. La sécurité commence par un regard attentif, une parole transmise, une mémoire qui refuse l'oubli. Ce silence nocturne à Ouagadougou, loin d'être celui de la peur, a montré une population debout. La vigilance ne s'improvise pas. Elle s'enseigne, elle se partage, elle s'affermit dans le refus de laisser d'autres écrire notre destin. Alors, que faire? Refuser la résignation. Questionner ce qui semble évident. Défendre le socle commun. Le droit de choisir, de s'exprimer, d'alerter. Car le vrai combat ne finit jamais, même si la menace immédiate semble écartée. Pour aller plus loin, chaque citoyen peut s'inspirer de modèles existants, créer des réseaux d'alerte communautaires, participer à des formations en vigilance citoyenne, encourager le dialogue entre civils et autorités, signaler les faits inhabituels sans crainte de représailles. L'exemple des Neighborhood Watches aux États-Unis ou des comités de vigilance en Afrique du Sud peut inspirer des initiatives locales. L'histoire du Burkina Faso, à ce carrefour, rappelle à chacun l'importance de la mémoire collective. Ne jamais oublier les leçons du passé, refuser la banalisation du danger, transmettre l'expérience aux nouvelles générations. Voilà le socle d'une résilience nationale. Et lorsque le crépuscule tombe sur Ouagadougou, que le silence s'installe à nouveau, souvenons-nous. La sécurité n'est jamais acquise, mais elle se construit, chaque jour, par la vigilance, la solidarité et le courage d'un peuple qui refuse de sombrer dans l'oubli. Ainsi, la question n'est plus seulement de savoir qui a tenté de renverser la nation, mais comment, ensemble, nous pouvons empêcher que l'histoire ne se répète. Car c'est dans la lucidité partagée, dans la force de la mémoire, que réside la véritable souveraineté.